Bonjour à toutes et à tous. Avant de faire ce focus sur le bois énergie, juste quelques mots pour resituer les enjeux. Alors à l'échelle du département et puis à l'échelle des politiques que je porte pour le département. Donc on est un grand département, le plus grand département, 1 million, quasiment 1,7 million d'habitants, et on gagne chaque année à peu près 20 000 nouveaux habitants. Dont la moitié vont aller sur la métropole de Bordeaux. Un mot sur le contexte énergétique, sans trop de surprise. On a une forte dépendance aux énergies fossiles. On en dépend à plus de 57%. Mais on a de nombreux atouts pour les énergies renouvelables. On a très très fortement développé le solaire photovoltaïque ces dernières années. On aurait pu développer l'éolien, mais dans la grande région Nouvelle-Aquitaine, il s'est plutôt développé dans l'ex-Poitou-Charentes. Ouais. Nous n'avons pas d'éolienne. Et on a développé fortement, effectivement, le bois énergie, alors qui représente plus de la moitié de notre consommation d'énergie renouvelable. Bon, pour des raisons évidentes, si vous connaissez un petit peu la Gironde, puisque nous avons plus de la moitié de notre surface en forêt. Alors on a d'un côté une partie des Landes de Gascogne, donc là on est sur du pin, de la production de pin maritime, et de l'autre côté c'est plutôt le massif d'Ordogne-Garonne, donc là on est sur des feuillus. On est essentiellement sur de la forêt privée. Je crois que voilà, ces points-là aussi sont ressortis ce matin, quasiment à 93%, ce qui pose pour l'animation d'une filière bois, qu'il s'agisse du bois d'œuvre, du bois énergie, ou de la préservation de la forêt, cette particularité-là. Et puisqu'il vient d'être question de la culture du risque, nous avons malheureusement été beaucoup dans l'actualité l'été dernier. Alors, ça n'a pas été rappelé par le représentant du ministère ce matin, mais on a eu, alors à proprement parler, ce n'était pas des méga-feux, mais quasiment plus de 30 000 hectares qui ont été brûlés l'an dernier sur la Thèse de Buch, près d'Arcachon, près de l'océan, et à Landiras. Donc, je le dis parce que c'est un élément de réflexion particulier, puisque c'est dans ce contexte que j'ai lancé un projet de stratégie filière bois et contribution à la neutralité carbone. Dans ma vice-présidence à la transition écologique, il y a une stratégie globale de contribution à la neutralité carbone et à la résilience du territoire. Nous ne nous intéressons pas seulement à sécuriser et à développer la filière bois. Il le faut quand même, parce que 80% du bois énergie est finalement importé. Il ne vient pas de Gironde, malgré notre énorme potentiel forestier. Mais on est quand même dans un contexte de forêt fragilisée, avec désormais une crainte très forte de reproduction de ces incendies. Donc on a... alors, il y a eu des expériences là qui ont été citées autour de développer des installations. On a un contrat chaleur renouvelable avec l'ADEME que nous avions déjà mené sur 3 ans, que nous reconduisons sur 3 ans et qui est spécifiquement tourné vers les territoires, aussi évidemment quand on le peut sur certains projets du département et qui, comme l'indique son nom, chaleur renouvelable, vise à développer de nouveau l'usage du bois énergie, mais aussi de la géothermie, du solaire thermique. Et donc cette filière, cette stratégie filière bois et neutralité carbone, nous la menons avec l'ADEME et avec le CNPF. Donc, Centre national propriété forestière. Je crois d'ailleurs que pour l'ADEME, j'ai vu dans les participants Jérémy Glohagen qui suit la journée. Nous commençons par une année avec 2 territoires, disons, qui nous servent un peu de territoire pilote. Un qui est sur l'aire métropolitaine, qui s'appelle le CISDO, qui est plutôt donc de dimension, on va dire, syndicat.
un autre également qui a cette dimension, qui est plutôt rurale. L'objectif est de s'appuyer sur les labels, les projets labels bas carbone, pour arriver à peu près à en produire 600 hectares par an labellisés. On va évidemment s'intéresser plus à soit repeupler, soit au peuplement dépérissant, enfin tout ce qui peut être vraiment valorisation. Et on a mis en place un comité scientifique qui associe des associations environnementales, aussi des organismes de recherche comme l'INRAE, et bien d'autres acteurs. Sans vouloir vous interrompre, Oui. je vais vous proposer d'y revenir un peu plus en détail D'accord, ultérieurement. excusez-moi. Si vous voulez. Non, je vous Je en ne savais prie. pas si je déroulais d'un seul coup. Non, voilà, l'idée c'est surtout dans un premier temps de faire connaissance avec chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous, pour connaître un peu mieux votre contexte. Je vais me tourner bon, alternativement vers les témoins présents à distance. Monsieur Labarthe, je me tourne vers vous pour nous situer un petit peu votre contexte du Grand Figeac et peut-être nous dire directement quelle importance a le bois énergie pour une communauté de communes comme la vôtre. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je m'excuse de ne pas avoir pu être présent avec vous, mais malheureusement, la situation telle qu'elle est dans le pays m'a conduit à ne pas pouvoir prendre mon vol aujourd'hui. Le Grand Figeac, c'est 92 communes, 45 000 habitants. On a une surface forestière qui est à peu près de 60 000 hectares. Et contrairement à ce qu'on peut trouver en Gironde, elle est très peu cultivée. Et finalement très peu composé de résineux. Nous avons un mélange de futaies taillis qui tient à peu près 65% de la place de cette forêt. Donc à côté de ça, quelque chose d'un peu plus cultivé, mais enfin rien en tous les cas de très prégnant. Donc on a travaillé à partir de là, avec bien sûr un certain nombre d'objectifs qui, d'une part, sont aussi la capacité à pouvoir mobiliser du bois dans une forme de gestion assez dynamique et durable, parce qu'on a quand même une activité importante, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais on a souhaité mettre en place depuis maintenant une dizaine d'années un plan de développement de massifs et des chartes forestières. D'ailleurs, les chartes forestières sont aujourd'hui sur l'intégralité du département du Lot, et le plan de développement de massifs, la quasi-totalité de la communauté de communes. Notre communauté de communes, d'ailleurs, va d'un territoire qui est plutôt sur les premiers contreforts du Massif central jusqu'à 700 mètres d'altitude et descend pour moitié sur une partie qui est Causse du Lot, donc avec là une forêt évidemment qui est complètement différente. On n'a pas de valeur forestière finalement, mais par contre on a malheureusement une forêt qui tient de plus en plus de place, puisque depuis le début du siècle elle a multiplié par 2 et depuis la Révolution par 3. Et cette croissance continue. L'élevage malheureusement n'occupe pas les mêmes espaces qu'il a pu occuper. Ça a aussi des sujets qui ont à voir bien sûr avec comme ça a été traité la question de l'incendie, c'est aussi un des sujets particuliers. Et puis, bien sûr, tout ce qui est la dimension environnementale et paysagère qui reste très importante, puisqu'on est également un territoire à destinée touristique, notamment avec Padirac, Rocamadour et Saint-Cyr-la-Popie, dans un environnement très proche. Donc, partant de là, on a souhaité effectivement faire un plan climat-air-énergie territorial sur la communauté de communes. On l'a débuté en 2016, il a été approuvé en 2019, il a été révisé en 2022 et assez satisfait finalement de voir la place qu'a pu prendre dans les objectifs de ce PCAET qui sont bien sûr relativement ambitieux puisqu'ils s'inscrivent dans la trajectoire régionale de réseau énergie positive à horizon 2050. Et donc l'idée, c'est de baisser les consommations de 40%, mais surtout d'augmenter les productions de 60%. Et le volet qui tient le mieux aujourd'hui, c'est le volet bois énergie. Donc, on mise beaucoup effectivement sur la continuité de son développement. On a la chance aussi d'avoir un acteur, et le président du CIDED est dans la salle, donc il pourra aussi l'évoquer, mais on a la chance d'avoir un acteur formidable qui nous a permis de développer des réseaux de chaleur. Alors, j'entendais le petit débat qu'il y avait tout à l'heure. Nous, ils sont adossés bien sûr aux équipements publics.
dans les 6 communes qui sont aujourd'hui équipées. Ils ont bien sûr une desserte pour tous les particuliers qui se trouvent sur la trajectoire, mais l'autre jour, on a commencé à avoir une réflexion parce que Grand Figeac, c'est aussi un taux d'emploi industriel très important. On a la chance d'avoir pas mal d'aéronautique, de la mécanique et de l'agroalimentaire. Donc, c'est 27% d'emplois industriels sur le territoire de Grand Figeac. Et évidemment, la crise énergétique a fait naître certaines prises de conscience et en tous les cas, des besoins de repenser un peu le modèle à partir d'énergies renouvelables. Et donc, notre savoir-faire sur les réseaux de chaleur a été finalement détecté par l'échelle de l'entreprise du territoire. Et ils sont évidemment venus me voir pour voir comment est-ce qu'on pourrait ensemble développer leurs besoins. Merci, Monsieur Labarthe. Madame Moret, je vous pose également la question de l'introduction, de présentation de votre contexte. Les communes forestières de votre région étant fortement impliquées dans le développement du bois énergie. Je vous laisse nous dire pourquoi, peut-être, nous dire pourquoi vous êtes aussi parmi nous de manière très, très légitime, parce que vous êtes vous-même à l'initiative de nombreuses actions. Je vous laisse nous en dire quelques mots pour commencer. Très bien, merci. Merci tout d'abord pour l'organisation de cette journée. Je n'ai pas pu la suivre depuis le début, j'avais des soucis liés au réseau et liés à des orages que nous avons subis hier. Donc, sur notre territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur, effectivement, la question du bois énergie est très ancienne, puisque nous avons été un petit peu, en quelque sorte, les pionniers pour le développement du bois énergie. Tout simplement parce que notre région, deuxième région la plus boisée en France, nous avions réalisé qu'il y avait une ressource forestière conséquente qui était gérée durablement donc, dans les communes forestières. Et qu'il y avait donc bien besoin de développer, d'œuvrer pour le développement des circuits courts et conserver donc cette ressource locale, la développer et la transformer dans des rayons de moins de 100 km autour des communes, de façon à pouvoir eh bien, être un atout et un levier de développement local. Donc, nous avons œuvré pour effectivement le développement, nous avons apporté notre soutien au développement économique, les entreprises, l'emploi local, bien sûr, et une économie de proximité de la filière forêt-bois. Ça, c'est un petit peu le credo des communes forestières. Donc, à ce jour, on peut compter au sein de notre région environ 340 chaufferies et réseaux de chaleur collectifs. Donc, ce sont des réseaux, bien sûr, de proximité et qui valorisent près de 140 000 tonnes de bois local par an, donc issus des forêts gérées durablement sur nos communes. Merci Madame Moret. Alors, je voudrais signaler que vous êtes également en lien avec le petit film que nous avons regardé en introduction, très impliquée, même pionnière dans la sensibilisation des enfants. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour en savoir un petit peu plus et le pourquoi et le comment, notamment en la matière. Monsieur Petit, donc, et non pas Monsieur Blanc, mais j'ai bien compris. Je vais donc vous laisser la charge, la mission de présenter vous-même en quelques mots la scierie Blanc dont le gérant devait être parmi nous, et puis nous dire plus globalement dans quel contexte elle s'inscrit, la scierie qui est dans la Drôme, hein, je crois. C'est ça. Voilà, et donc vous représentez Fibois, alors on dit Ardèche-Drôme, hein, on ne dit pas Drôme-Ardèche. Hein, ça. Oui. Bon, peu importe. Vous nous direz effectivement dans le contexte général du territoire qui vous concerne, quelles sont les caractéristiques et comment s'inscrit le bois énergie dans votre territoire. Oui, donc bon, pour présenter, j'excuse donc Monsieur Frédéric Blanc, qui est le gérant de la scierie Blanc et d'une entreprise de bois énergie qui s'appelle Alpes Biomasse Plus. Voilà, toujours pareil, problème de logistique et d'orage font qu'ils ne pouvaient pas non plus se connecter. Donc voilà, j'ai un peu la charge d'essayer de transmettre en tout cas son témoignage. Aujourd'hui, donc c'est une scierie vraiment petite, comme on a pu le voir tout à l'heure chez Monsieur Juillot, hein,
à peu près le même type d'entreprise, entreprise de territoire familiale, implantée d'une vingtaine ou trentaine de salariés, et vraiment très impliquée sur la filière bois locale. Et donc l'idée de l'intervention aujourd'hui, c'était surtout, lui voulait vous faire passer son témoignage de ce qu'il a pu faire au travers de l'interprofession. C'est pour ça voilà, que ça m'est revenu, que j'ai eu le droit de vous le présenter. Surtout parce que donc, sur la Drôme-l'Ardèche, on est effectivement avec des massifs forestiers comme le Vercors, mais on est surtout, comme dans beaucoup d'autres départements, des départements très touristiques. Et donc, un des enjeux depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années dans l'interprofession, c'est si on veut continuer de mobiliser notre ressource locale, il faut encore qu'on ait des entreprises locales qu'on arrive à garder sur le territoire, qu'on arrive à implanter et qui peuvent travailler convenablement. Donc c'est un peu un de nos gros enjeux depuis plusieurs années. Et par rapport à ça, une des actions phares, ça a été dit depuis ce matin, répété plusieurs fois, tout ce qui est communication, sensibilisation ou même mettre en avant notre métier vis-à-vis du grand public. Et donc, il y a eu tout le but, c'est que je puisse vous parler un peu d'animation qu'ils ont pu mettre en œuvre sur le territoire à ce niveau-là, et aussi pour rejoindre ce qui a été présenté sur le film, où on se rejoint complètement, la transmission, la formation, voilà, ce vis-à-vis des métiers, pour que demain on puisse toujours avoir, pour essayer de régler ce problème de main-d'œuvre et avoir du personnel qualifié qui rejoignent nos entreprises pour continuer de développer. Dans la foulée, je vous propose de garder la parole, puisque c'est un peu la deuxième partie de notre c'est notre deuxième tour de table, mais je vous propose d'en dire un peu plus sur justement ces modes d'animation et les initiatives qui ont été prises. Alors, pas de souci. Alors, sur la partie grand public, alors le terme est un peu cliché, mais donc il a été mis en place il y a quelques années avec le PNR du Vercors et le département de la Drôme-Lysère, et surtout les offices du tourisme, qui sont des organismes qu'on a souvent sollicités. On a mis en place un dispositif qui s'appelle « Vie ma vie de bûcheron ». Donc c'est un terme un peu cliché. L'objectif, mais ce qui marque, l'objectif est simple, c'est que pendant toutes les vacances, à chaque vacances, on propose des visites de chantiers en direct, de vrais chantiers forestiers, où les touristes peuvent venir au travers d'une promenade découvrir ce que c'est que la gestion forestière. Donc ça se fait avec des organismes des gestionnaires comme l'ONF, comme des experts forestiers, et ils peuvent surtout rencontrer des entreprises en train de travailler. Mine de rien, depuis quelques années, le fait de faire ça permet, vis-à-vis de ce public-là, qui est en fait un public touristique, qui lui, la forêt, il la voit vraiment comme un endroit pour vraiment venir se promener, de mieux comprendre pourquoi on travaille en forêt et à quoi ça sert d'entretenir les bois. Et pour vous donner quelques chiffres, on a réussi à de par le bon retour d'expérience, ça s'est développé sur toute la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. L'année dernière, c'était à peu près plus de 1000 visiteurs au final, tout cumulé, sur une trentaine d'événements qui ont pu découvrir les métiers du bois. Et ça permet, du fait que ça marche un peu, on commence à avoir un peu une médiatisation par des journaux locaux et autres. Et ça permet vraiment de mettre en avant ce qu'on fait en forêt, pourquoi on le fait. Donc on parle de problématiques des FCI, comme ça a été parlé dans le film. On parle de problématiques tout simplement de récolte du bois. Pourquoi on récolte du bois, l'usage du bois. Et en fait, c'est plutôt que d'avoir des interventions très théoriques, c'est vraiment les entreprises, des entreprises d'exploitation forestière qui vont intervenir. Donc ça, c'était sur ce premier événement-là. J'imagine qu'en tant qu'interpro, vous faites d'une pierre plusieurs coups, puisque vous avez aussi la vocation, la mission de créer des vocations aussi. J'imagine que c'est ça. Aussi, donc, de temps en temps, on trouve des jeunes qui viennent justement voir un peu ce que c'est, pour voir si ça leur donne déjà une première aperçu, de voir si ça peut les intéresser, ce métier-là. Donc ça, c'est sur la partie vraiment grand public, et qui est vraiment un public qui est surtout touristique, qui est une cible qui est pas évidente, parce que souvent la forêt, vraiment, l'exploitation, elle veut pas en entendre parler. Quand elle est en forêt, elle considère que c'est pas le moment pour elle, veut profiter. Donc c'est intéressant, et donc chaque année ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'était le première auto-expérience. Le deuxième, ça fait le lien avec le film qu'on a vu, qui était plutôt sur les écoles primaires, qui sont effectivement une cible intéressante. On intervient aussi, pareil, depuis de nombreuses années dans les collèges, et on commence tout doucement dans les lycées. Ça, c'est le but des interventions. Et là, on le fait bien avec les entreprises de la filière. On va intervenir soit dans les classes, on intervient à la fois dans les classes, mais les élèves vont pouvoir aller, comme on a vu sur le film, visiter une exploitation, et surtout visiter des entreprises, soit de première ou de seconde transformation. L'objectif, c'est de mettre en avant tous les métiers qui sont cachés derrière la filière bois, pas uniquement le métier de bûcheron, ou qu'on voit souvent, le bûcheron ou l'entreprise avec sa déchiqueteuse, mais bien tous les autres métiers qui sont autour,
qu'on a dans les entreprises. Donc ça, notre objectif, elle est vraiment orientée sur l'aspect vraiment métier et les filières qu'il y a derrière, comment accéder à ces métiers pour les jeunes. Donc voilà, l'idée, c'est de faire vraiment de la promotion pour avoir garder un vivier d'opérateurs sur le terrain. Donc là, pareil, c'est à peu près sur 2 départements là, de la Drôme et de l'Ardèche. Chaque année, c'est quasiment une trentaine de classes. Alors ça peut paraître peu, mais ça fait quasiment 500-600 élèves. Ouais. Et le fait de développer, donc ça, c'est des actions, on vous parle de Drôme-Ardèche, mais qui commencent à se développer avec toutes les autres interpros régionales. Et mine de rien, c'est assez simple à mettre en œuvre. On est souvent soutenu avec les départements pour les collèges, les régions pour les lycées, mais c'est quelque chose qui, mine de rien, amène encore une carte de plus pour faire la promotion de la filière. Et des métiers. Vous avez été à l'origine d'une certaine contagion vertueuse autour de vous dans la région, finalement. Oui, sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Petit. Madame Curval, je vous repasse la parole pour nous en dire un petit peu plus sur vos actions locales, et notamment dans votre département de la Gironde, et notamment sur le fait que vous êtes en cours d'expérimentation dans le cadre d'une approche globale qui intègre le bois énergie. Je vous laisse nous en dire un petit peu plus, et éventuellement les résultats attendus et peut-être les résultats déjà obtenus, je ne sais pas. Oui, j'ai un peu spolié la présentation. Non, vous nous avez fait un teaser. on va le prendre comme ça, oui. J'ai fait un teaser. Alors, je me suis aperçue d'ailleurs que j'ai oublié d'insister sur la dimension de solidarité territoriale, parce qu'on peut toujours se demander pourquoi un département qui, par rapport à une région ou une métropole, une communauté de communes, a moins de compétences directes dans la transition énergétique, s'intéresse au bois énergie. Bon, déjà, évidemment, on s'y intéresse pour nos propres bâtiments, et donc souvent dans les logiques de mutualisation, on est bien obligé, et c'est très bien de travailler avec les territoires. Et l'idée était vraiment de s'appuyer sur les territoires en plan climat, et l'ambition est à terme que dans chacun, en regroupant les territoires en plan climat, on puisse développer pleinement cette stratégie de filière bois. Puisque on vise bien sûr à développer les puits de carbone. Bon, c'est aussi un des objectifs des projets label bas carbone. Donc on se donne 6 ans. Là, on commence par une expérimentation d'1 année sur seulement une partie de la Gironde. Une, on va dire, urbaine et un peu en interface déjà avec des territoires plus ruraux. Une autre qui est beaucoup plus rurale, mais qui a déjà beaucoup développé le bois énergie. Pour que les territoires en PCAET s'emparent finalement de ces pratiques. Donc il y a bien l'objectif de produire du bois d'œuvre, qui était un des sujets de préoccupation de la journée, mais aussi du bois énergie, puisque je disais que le paradoxe, c'est qu'on a besoin d'importer 80% de ce qu'on consomme comme bois énergie. Donc il y a quand même des enjeux de sécurisation et de traçabilité de cette filière. Bon, par exemple, c'est pour ça aussi qu'on va travailler dans notre comité scientifique. On a commencé avec des organismes comme PEFC. Et donc, de façon générale, il y a cette nécessité d'adapter les forêts au changement climatique, de préserver la biodiversité, et dans ce contexte accru, désormais également de risques. Et on est coporteur d'un autre projet, mais pour lequel, pour le moment, on n'a pas eu encore la réponse, un appel à manifestation d'intérêt, alors qui est proposé par l'ADEME, qui s'appelle Sylvacité. Et ça fait finalement aussi écho à ce que vous venez un petit peu de dire. Alors, on n'est pas tant sur de la sensibilisation que de la concertation territoriale. C'est proposer les démarches de concertation territoriale pour valoriser la multifonctionnalité des forêts. Donc, on n'a pas encore la réponse. On porte ce projet avec le CNPF de Nouvelle-Aquitaine, qui est évidemment le chef de file, et de très nombreux organismes, l'ONF. On a également l'association qui représente France Nature Environnement au niveau girondin, qui s'appelle ACEPENSO. On entraîne avec nous l'agglomération, la métropole de Bordeaux. Et on espère, à travers, si on est retenu dans cette AMI, mettre vraiment l'accent sur une méthode de concertation
avec les acteurs forestiers, les collectivités, etc., Si vous permettez, pour déployer des solutions voilà, plus collectives et vraiment préserver l'ensemble des services écosystémiques forestiers. Voilà. Mais là, suspense, on n'a pas encore la réponse. voilà, c'est En tout cas, je ne la connais pas. Si les services ont peut-être oublié de me la transmettre si c'était une mauvaise nouvelle, mais je ne crois pas. Vous avez cité le CNPF à propos des propriétaires forestiers. Il s'avère qu'également, c'est en Gironde que vous hébergez la plus grande coopérative forestière de France. Est-ce qu'ils sont associés à ces réflexions ou comment ça se passe? Alors, rappelez-moi les cycles, parce que je ne suis pas toujours experte dans la Fédération nationale des... Alors là, je parle de la plus grande, pas l'Union des coopératives, mais la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois, notamment. Alliance Forêt-Bois. Voilà. Bonne si question. à votre connaissance, je ne sais pas. Si vous passez la parole à quelqu'un d'autre, je vais avoir le temps de vérifier les cycles. Parce qu'on en a beaucoup dans le portage de projet. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse vérifier. Non, mais vous inquiétez pas, c'était pas du tout une question piège, mais c'est vrai que c'est une caractéristique de la Gironde que d'avoir cette plus grande COP forestière française qui a son siège chez vous. Alors donc, je vais revenir vers vous dans un instant, mais Monsieur Labarthe, avant d'interroger Madame Moret également, à qui j'ai promis de lui en demander un peu plus sur la sensibilisation des jeunes dont nous avons vu un exemple à travers le film. Je vous laisse revenir peut-être un peu plus en détail sur la façon dont le bois énergie est associé dans votre territoire à d'autres politiques locales et notamment, je crois que vous êtes sensible à tout ce qui est évidemment ce qui concerne l'emploi, la précarité énergétique, la valorisation des ressources. Vous avez une approche qu'on peut dire intégrée d'une certaine manière. L'idée, effectivement, c'est qu'on puisse, sur ce sujet comme sur d'autres, mais en tous les cas, tirer le meilleur parti des filières territorialisées. On part d'un constat, c'est une activité qui, si on le souhaite, ne peut pas être délocalisable, parce que la ressource est là. Si on veut que ce soit le cas, il faut effectivement organiser les choses. On a cherché à les organiser. Je vous ai cité l'opérateur principal qui est le CIDED. On s'appuie bien sûr beaucoup dessus pour pouvoir travailler la question. Au départ, dans ces autres activités, le CIDED collectait beaucoup de bois, de cagettes, etc. Donc, et de palettes. On a commencé finalement avec ces sujets-là. Ensuite, on a relayé par l'élagage bord de route, par rapport à la captation de la ressource. Et puis aujourd'hui, on a des accords avec, bien sûr, des coopératives, dont Alliance Forêt-Bois, parce qu'elle a peut-être le siège en Gironde, mais je peux vous assurer que c'est une grande coopérative qui, en tous les cas, est très présente chez nous. Finalement, on arrive à générer une activité et surtout à installer durablement des entreprises qui sont plutôt des opérateurs, des grands faiseurs comme Alliance ou d'autres, mais en tous les cas, on arrive à les installer sur place parce que d'une fois que les réseaux sont installés, que le besoin est présent, évidemment, ils ont une lisibilité et une pérennité de l'activité, donc capacité à se projeter. Et pour nous, c'est important, notamment sur ce type de métier, parce qu'on a quand même, comme je vous l'ai dit, un territoire qui est finalement très industriel et qui aurait tendance à laisser sur le bord du chemin un certain nombre de profils. Donc, on essaye aussi de récupérer ces profils-là dans ces métiers. Et ça, je crois, fonctionne relativement bien. Merci, Monsieur Labarthe. Madame Moret, comme promis, je vous laisse nous en dire plus sur la manière dont vous abordez la valorisation du bois auprès des jeunes et pourquoi peut-être ce besoin de sensibilisation des jeunes. Je disais tout à l'heure, vous avez été vraiment pionnière sur ce sujet à travers les communes forestières au sens plus large. Et vous parlez d'ailleurs de transmission de dispositifs ou du dispositif. Vous vous y intéressez également. Vous avez aussi des anecdotes peut-être sur le sujet à partager avec nous, mais c'est un pan important, me semble-t-il, de la composante communication, information au public qu'on évoque depuis ce matin entre les lignes. Alors, ça fait beaucoup de questions, tout ça. Je vous laisse en faire votre marché. Hein. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans le petit film qui était donc un préambule de notre table ronde. Effectivement, dans 1000 communes, la forêt école, c'est un programme qui a été lancé par la Fédération nationale des communes forestières en 2019.
Et donc l'école de l'Irak qu'on a vue tout à l'heure était la première forêt pédagogique, donc qui a pour but de sensibiliser à la gestion durable sylvicole, mais aussi à la biodiversité, à la multifonctionnalité des forêts, aux différents usages, que ce soit le bois énergie, le bois d'œuvre, aux métiers de la forêt et du bois, au changement climatique et crise sanitaire, et puis à la défense des forêts contre les incendies. Alors tout cela, on l'a vu, hein, les jeunes étaient très contents de s'intéresser à ces sujets. En France, c'est à ce jour 94 forêts pédagogiques maintenant qui sont en cours depuis l'année scolaire 2022-2023. Et il y en a toujours davantage parce qu'il y a un grand engouement à la fois des enseignants et puis des maires dans leurs communes pour s'orienter sur ce programme-là. Alors, comment ça fonctionne? On confie aux enfants une parcelle de forêt de leur commune pour qu'ils appréhendent tous ces enjeux de gestion durable et de multifonctionnalité de la forêt, et puis le rôle de leur commune dans celle-ci. Donc, c'est un outil pédagogique qui dépasse largement ce que les enfants peuvent apprendre à l'école. Là, ils sont acteurs. Le programme les sensibilise et les implique dans la préservation de la forêt, des métiers qu'ils peuvent découvrir, donc les apports essentiels de ces espaces sur leur territoire. C'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Ils sont amenés à rencontrer de très nombreux partenaires, que ce soit l'ONF, que ce soit la Fédération française de randonnée pédestre. Il y a de très nombreux sujets qui peuvent effectivement les intéresser. Par exemple, sur Anote, donc dans les Alpes-de-Provence, les enfants ont créé un sentier pédagogique sur leur forêt. Ils ont fait une sortie avec l'ONF pour marteler le bois qui va être exploité. Ils ont pu identifier pourquoi certains bois sont coupés et puis d'autres pas, et avec quel objectif. Qu'est-ce qu'on fait avec le bois d'œuvre, bois énergie. Ils sont montés sur une parcelle avec la Fédération française de randonnée qui a labellisé le sentier Petite Randonnée, et ils ont aidé à entretenir ce parcours. Un autre exemple, les enfants sont allés visiter la chaufferie bois, donc c'est sur Anote toujours, la chaufferie bois de leur commune qui chauffe également l'école. Ils ont pu découvrir comment est fabriquée la plaquette forestière, d'où vient le bois qui est utilisé et puis ce qu'il devient. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant, très enrichissant. Et puis pourquoi donc ce besoin de sensibiliser les enfants en école primaire? Et d'ailleurs, je salue l'initiative de Fibois Ardèche-Trom pour les collégiens et les lycéens. Donc on voit bien que ce sont des actions qui sont complémentaires. Les enfants, ce sont les citoyens de demain. Donc, ils pourront être amenés à faire des propositions, prendre des décisions. C'est important qu'ils soient sensibilisés donc à la gestion forestière et à leur environnement. Et puis, ils sont les vecteurs aussi auprès de leurs parents pour faire passer des messages. Par exemple, sur la Manon, dans les Bouches-du-Rhône, ils ont fait une exposition sur le risque incendie. Et ils ont présenté cette exposition et leur action, donc ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu lors d'une grande manifestation avec leurs parents. Ils ont expliqué à leurs parents les bons gestes à avoir pour protéger les forêts des incendies. Voilà, après j'aurai quelques autres anecdotes. Par exemple, lors d'une sortie avec l'INRAE à La Manon, toujours, nous avons constaté que les enfants sont déjà bien sensibilisés au changement climatique et ils savent bien ce que c'est. Ils sont très au fait du risque incendie et des gestes à adopter pour le limiter.
Autre exemple, à l'Argentière-l'ABC, dans les Hautes-Alpes, les enfants se sont beaucoup investis pour la création d'un film où ils ont été acteurs et actrices pour illustrer les pratiques qu'il ne faut pas faire en forêt. Voilà quelques exemples qui démontrent que les enfants, eh bien, ils sont très ouverts, très à l'écoute de ces messages et qu'ils ils le garderont et ils le transmettront eux aussi. Et dans la transmission, ils seront amenés en fin d'année scolaire à transmettre donc cette parcelle à d'autres enfants, d'autres classes de leur école, ou ça peut être aussi un conseil municipal de jeunes, ça peut être un groupe d'ALSH. Et c'est important qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont fait et puis donner aussi l'envie à d'autres enfants de faire cela. Merci Madame Moret. Monsieur Petit, vous qui avez un retour d'expérience aussi en la matière, vous confirmez ce que vient de dire Madame Moret, Ouais. vous constatez à peu près les mêmes choses, c'est plutôt encourageant ce qu'on entend? Non, mais complètement. Juste pour rajouter, c'est ce type d'événement, on a, enfin là, sur une journée comme aujourd'hui, on peut avoir l'impression, enfin, et puis moi qui m'occupe aussi beaucoup de l'activité bois énergie technique, on est très éloigné de ça. Là, on n'est pas en train de parler de mobilisation supplémentaire, de choses comme ça, comme on parle depuis ce matin. Donc ça peut paraître pour certains d'entre nous assez, assez lointain tout ce qu'on raconte, moi et Madame, là, sur les animations aux enfants. Mais c'est ce qui aujourd'hui, mine de rien, nous, ce qu'on voit, c'est que ça nous permet de vraiment de continuer de pouvoir travailler correctement en forêt et sereinement. Et en fait, je pense que c'est des sujets, il faut qu'on les continue, il faut qu'on arrive, l'ensemble des pouvoirs publics continue de nous soutenir sur ça, que ce soit pour porter à la connaissance. Mais porter, parce qu'en fait, mine de rien, c'est sûr, on sort pas du bois en faisant, en soit techniquement, on sort pas du bois supplémentaire, on met pas des chaufferies, c'est vrai, mais on fait tout le back office en fait, mine de rien. C'est ces jeunes, alors soit ils iront dans le bois, ils travailleront dans la filière ou pas, mais en tout cas, ils auront connaissance de notre métier. Et je trouve c'est en train de se déployer via les communes forestières, via les interprofessions dans beaucoup de territoires, et il faut pas le mettre je pense qu'il faut pas non plus en faire le sujet principal, mais il faut pas non plus mettre ça de côté en disant bon ça vous amuse, mais on verra plus tard. Justement, pour revenir au bois énergie en particulier, pour ce que vous en savez, à leur contact et au contact de leurs enseignants, est-ce que vous êtes questionné, est-ce que vous êtes challengé sur le sujet en particulier du bois énergie? Est-ce que c'est un sujet qui pose question particulièrement pour nos citoyens et les jeunes en particulier, selon vous? Ou pas plus qu'autre chose, mais... Alors, au niveau des enfants, quand on leur parle du bois énergie, c'est le bois de chauffage. Ouais. On est vraiment sur le bois c'est bûche. La bûche qu'on met dans la cheminée. C'est bûche, bois de chauffage. Enfin, c'est vraiment et maintenant le granulé. C'est les combustibles les plus déployés au niveau du grand public. Le bois déchiqueté est quelque chose qui est encore assez... un peu un inconnu, parce que mine de rien, souvent on le livre hormis des petites chaufferies de village, mais on livre ça quand même dans des sites dits industriels. On est quand même peu en lumière sur nos sites. Donc, mais ça les interroge. Ce qui les interroge, c'est on a les questions de est-ce qu'on peut tout brûler? Ils entendent parler, mine de rien, aux infos en ce moment, qualité de l'air et choses comme ça. L'hiver, on en entend parler. Hein, ils sont dans la voiture avec les parents, ils entendent il faut aller, la pollution de l'air, etc. On a tous les ans un petit reportage sur la vallée de l'Arve. On a le droit, on y a le droit un petit peu. Donc ils entendent. Donc il y a des questions sur qu'est-ce qu'on peut brûler, c'est quoi le granulé. Nous, quand ils visitent, ça a été dit, des chaufferies ou des usines à granulés, de choses, ils sont intéressés de savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est sûr, donc ils sont surtout plus, nous, ce qu'on voit, ils sont quand même beaucoup plus intéressés par l'exploitation du bois. En elle-même, qui est pour eux quelque chose d'assez impressionnant. Hein. Et puis, quand on les fait visiter, nous on fait beaucoup visiter des scieries, des boîtes de charpente, et c'est quelque chose qui limite, ça leur parle. Là aussi, ça les impressionne. Mine de rien, on travaille des poutres de bois, des grumes. Alors, Monsieur Blanc est sieur, mais donc vous l'avez dit aussi, il est gérant d'une entreprise de bois énergie. Est-ce qu'elle fait partie aussi du circuit de visite aussi? Complètement, oui. Voilà. Donc, oui, parce que on est dans la valorisation qui a été dit tout à l'heure, des connexes. Il n'y a pas de question plus gênante ou particulière dans ce contexte-là qu'ailleurs. Pas des enfants. Par contre, sur les visites touristiques avec les Vimaines bûcherons, dès qu'on a là, vu qu'on est plutôt sur un public
adultes Ouais. et enfants. Là, si, on a toutes les questions. Est-ce qu'on coupe pas trop de bois? Enfin, tout on a parlé ce matin. Est-ce qu'on a assez de ressources? Est-ce que vous coupez pas trop de Mais c'est bois? l'occasion de leur donner des Et réponses c'est ça. concrètes et factuelles. Et toujours avec cet axe multi-usage du bois. On n'est pas là que pour couper du bois énergie. On coupe, sur voilà, tout ce qui a été vraiment rappelé ce matin, le bois d'œuvre en priorité. Et ils le voient de leurs propres yeux, quoi. C'est plus simple. Merci beaucoup, Monsieur Petit, pour ce retour d'expérience et pour avoir bien voulu vous faire le porte-parole aussi d'un de vos adhérents. L'heure est venue de me tourner vers la salle et vers nos auditeurs et participants distants. Alors, on va vous passer le micro, monsieur, dans un instant. Alors, lequel, je ne sais pas. Voilà, il nous en reste un ici. Merci. Il y a un monsieur qui a levé la main. Je vais vous proposer de relever la main, monsieur, pour qu'on puisse... Voilà, vous êtes là-bas. Je vous laisserai vous présenter, nous faire part de votre question et je me tournerai... je peux peut-être me tourner en attendant vers Clarisse Fischer, qui a collecté d'autres questions, j'imagine. Oui, il y a beaucoup plus de questions, donc surtout pour Madame Curval, sur la forêt des Landes. Il y a des questions sur justement la valorisation du bois local, puisque vous avez signalé que ce n'était pas des bois du département, donc finalement d'où provient le bois. Et justement, à la suite des incendies de l'été dernier, que sont devenus les bois des forêts incendiées. Merci et merci aux personnes qui contribuent par leurs questions à cette séquence. Oui, alors sur le fait que 80% de la consommation actuelle est importée hors Gironde, on a quand même à côté des départements très proches. Je pense notamment à la Dordogne, donc on ne fait pas non plus venir. Des milliers de kilomètres. Voilà, Ouais, c'est clair, pas des milliers de kilomètres. Après, on a une forte valorisation du pain. On a aussi une industrie papetière qui est très, très importante et qui utilise aussi une bonne partie de la ressource. Voilà. Puis, la forêt de pin est valorisée, peut être valorisée dans différents usages. Alors, encore une fois, on n'a pas que des pins, même si on a beaucoup de pins, on a quand même aussi des feuillus. Sur que vont devenir tous ces bois, alors c'est en cours, en tout cas pour la partie que j'en connais, sur les domaines qui appartiennent au département, qui ont eux-mêmes été touchés. Évidemment qu'on est obligé de couper. Je pense notamment au domaine d'Austins où en fait il y a d'anciennes tourbières qui sont en dessous. Donc même si les arbres n'ont pas l'air d'avoir été brûlés, le fait est que en dessous ils sont extrêmement fragilisés. Et puis il faut éviter les attaques d'insectes. Voilà, donc après, j'ai pas d'informations plus précises. C'est vrai que si vous aviez mon collègue qui est chargé de l'agriculture, de la forêt, c'est peut-être des éléments plus précis de réponse. Moi, ma contribution aujourd'hui à cette journée, à travers le bois énergie, c'est davantage à travers le prisme de la transition énergétique. Mais peut-être, Monsieur Petit, pourra-t-il nous venir en aide à propos, juste sur le plan technique, pour celles et ceux que ça intéresse ou pour les plus profanes d'entre nous, sur le plan technique, qu'est-ce qu'on peut faire des bois issus d'incendies comme ceux qu'on a connus récemment? J'imagine que ça arrive aussi dans vos territoires. Voilà, est-ce qu'il y a des destinations particulières ou est-ce que ça rentre dans les circuits traditionnels? Alors, sur les bois de la Gironde, ça je... Non, pas de la Gironde, non, mais je parle globalement sur les bois, chez vous, voilà, oui, des incendies, on en a eu aussi. Dans l'Est. En fait, c'est tout le jeu, c'est souvent de réussir à les exploiter rapidement. À partir du moment où on arrive à les exploiter rapidement, selon l'incendie aussi, comment il a été, il y a des incendies, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça de surface, c'est-à-dire qui passent rapidement. On va brûler que l'extérieur du bois et en fait, on peut encore les valoriser sur certaines qualités de sillage. Donc il y a quand même, sur des massifs. Ils partent pas systématiquement en bois énergie. Non. Par contre, le véritable enjeu, souvent, et c'est là où c'est la course, c'est à la fois sécurisation. Du massif et puis d'exploiter rapidement et de pouvoir stocker les bois dans de bonnes conditions pour éviter l'arrivée de tous les insectes, etc. Et après, tous les bois vraiment fortement brûlés. Et puis, toujours pareil, on l'a vu tout à l'heure dans une présentation, un arbre, il y a du bois d'œuvre, puis il y a aussi d'autres qualités. Mais c'est pas 100% bois énergie. Ouais. Allez-y.
Allez-y, En Madame fait, si je Kerval. peux me permettre, c'est vrai qu'actuellement, nous, les sujets d'interrogation, à travers une mission forêt qu'a lancé le président du département, c'est plutôt en anticipation désormais, qu'est-ce qu'on va replanter. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut replanter, qu'est-ce qu'on va replanter, comment, etc. Dans une logique aussi à la fois d'anticipation des risques, mais de réchauffement climatique et Aux d'adaptation futures des conditions. espèces. Ouais. Et ça, c'est vraiment le sujet prégnant. Merci beaucoup, Madame Kerval. Donc, nous avions une question dans la salle. Monsieur, vous avez le micro. Oui, bonjour à tous. Morgane Le Breton, je suis chargé de mission Bois Énergie pour Fibois Bretagne, donc l'interun homologue de Mathieu Petit. C'est pas vraiment une question, c'est plus pour continuer la discussion. Un retour d'expérience aussi, peut-être. Alors, retour d'expérience, là, l'idée, c'était plutôt de voir par rapport aux échanges, on parle d'acceptabilité de la récolte, on parle de promotion des métiers. On voit qu'il y a plein de choses qui sont faites locales, voire ultra-locales. J'aurais peut-être dû poser ma question ce matin quand on avait les principaux intéressés, notamment les représentants des ministères. Est-ce qu'on ne serait pas capable aujourd'hui, je parle à tous ceux qui sont là, on a tous les interpros, les cibles, les CER, FEDEN, Propel, est-ce qu'on ne serait pas aujourd'hui en capacité d'avoir assez de poids pour avoir une grosse promotion de nos métiers, une mise en lumière, mais comme on a pu le faire pour les métiers de l'agriculture, comme on a pu le faire pour les métiers que j'oublie, mais il y a eu l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne, il y a eu des sous dépensés pour faire vraiment une grosse promotion des métiers. Est-ce qu'aujourd'hui, sur une génération qui se dit en recherche de sens dans leur métier, je pense que notre filière en est bourrée, est-ce qu'on ne serait pas capable d'avoir des spots sur France Télé pour faire de la promotion sur ce qui se passe en forêt, les métiers de la forêt, et avoir un impact beaucoup plus important que tout ce que vous faites très bien aujourd'hui, mais simplement donner de la visibilité. Est-ce que c'est pas pour les excuser, est-ce que c'est pas ce qu'a déjà fait l'Interpro, notamment récemment, enfin je ne sais pas de quand ça date, mais il y a eu une campagne télé, je pense récemment, ou l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais pas, ça vous dit rien? Même en ce moment, hein, c'est ça. Hein, voilà, ouais, je suis pas tous les jours devant mon écran, mais c'est l'actualité quand même. Oui, mais on n'est pas sur c'est pas une campagne de promotion des métiers portée par le gouvernement comme ça a pu être fait pour les métiers de l'agriculture ou d'accord, ok. Avec un point et qui permet de peut-être sensibiliser à plus grande échelle. Très bien. Merci pour votre remarque, votre proposition, monsieur. On va continuer. Alors, on va vous donner un micro, monsieur Fleury, sinon on ne vous entendra pas, ne serait-ce que ceux qui nous écoutent à distance. C'est juste pour rebondir, parce que ce sujet-là, je l'ai porté au CSF Bois devant le ministère en leur disant qu'il serait temps de se réveiller et de mettre un peu une campagne de pub comme celle qu'on a eue sur l'armée, etc. Donc c'est déjà un truc qu'on a mis sur la table. Après, ça rebondit pas fort. Hein. Bon, il va falloir retourner au front d'une certaine manière pour remettre le couvert. Y avait-il d'autres questions de la salle? Je n'ai pas forcément vu toutes les mains qui se seraient levées. Vous savez, c'est bon signe en général quand il n'y a pas de main qui se lève. On considère que c'est que les intervenants ont déjà tout dit. Et que vous avez... Voilà, une question ici, monsieur qui vient de lever la main. On vous passe le micro et je vous laisse. Vous connaissez le règlement qui consiste à vous nommer et vous citer peut-être me lever pour qu'on puisse vous situer. Messieurs, dames, bonjour. Je suis Roland Grière de Pôle emploi. Je suis référent national pour Pôle emploi sur la filière forêt-bois. Pôle emploi investit sur cette filière parce qu'il la considère d'avenir. Et on est au confluent justement de tout ce qui se passe en termes d'attractivité des métiers. Et je confirme que cette filière n'a pas de déficit d'image. Elle a juste une confidentialité excessive auprès des publics, notamment des demandeurs d'emploi. Sitôt qu'on leur parle de ces métiers-là, ça déclenche des choses. Alors, pas toujours des histoires positives, mais au moins on peut réfléchir à des transitions professionnelles. J'aborde cette question-là, non pas pour l'attractivité des métiers, je pense que la filière est très bien organisée déjà et on travaille avec les Fibois, avec France Bois Forêt pour pouvoir attirer des nouveaux candidats avec l'ONF, etc. Ce qui me chagrine, c'est la partie formation. En termes de formation, une fois qu'on a capté un public, la technicité des métiers, un conducteur d'engin forestier, c'est pas si facile que ça à former. Et là, on se retrouve avec un déficit de timing. Le timing, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on a un besoin immédiat, mais le candidat, avant qu'il soit formé, la profession va avoir du mal à répondre aux besoins. Et ça se passe actuellement en Gironde pour les éclaircies qu'il faut réaliser dans un temps. Et on n'a pas actuellement, sur les équipes actuelles, les effectifs pour réaliser les éclaircies. Et cette partie formation, elle est vraiment sur l'amont de la filière. Sur l'aval, elle est plutôt mieux structurée, mais sur l'amont,
Voilà, je voudrais avoir le regard de la profession par rapport aux solutions, peut-être, soit des titres professionnels. Je ne sais pas s'il y a des choses dans les tuyaux, je ne sais pas, mais ça m'intéresserait d'avoir cet appui-là parce que Pôle emploi est un financeur de la formation avec les régions. On peut aussi répondre à des besoins ponctuels, là où les régions ne peuvent pas répondre à des besoins beaucoup plus d'ampleur. Sans indiscrétion, monsieur, vous semblez bien connaître la filière. Est-ce que vous êtes spécialement dédié à la filière forêt-bois dans votre activité? Je suis à 100% sur la filière forêt-bois pour Pôle emploi. Je ne suis pas un expert du bois. Il m'arrive encore de dire des grosses bêtises, je tiens à le dire. Je suis plutôt un expert de l'emploi. Voilà, d'accord, donc. très bien. Eh bien. En tout cas, merci pour votre témoignage, votre message. Bon, si quelqu'un souhaite vous répondre directement. Pardon, monsieur? Monsieur Labarthe, vous avez levé la main? Vous vouliez... Allez-y, on vous entend, monsieur Labarthe, si vous souhaitiez réagir. Oui, j'ai simplement levé la main pour réagir aux propos là, que je viens d'entendre. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai également dans mon portefeuille, en tant que vice-président de région de l'enseignement agricole, et on a aujourd'hui des CFA, des CFPPA qui sont en capacité de pouvoir diligenter les formations dont vous parlez, qui nécessitent d'ailleurs beaucoup d'investissement de la part des régions, parce que les outils sur lesquels ils doivent s'exercer, qui sont maintenant d'ailleurs des simulateurs, on en a plusieurs en région Occitanie, nécessitent des investissements et doivent être partagés effectivement avec l'ensemble des partenaires qui veulent s'intéresser à ce sujet. Malheureusement, ce que je constate, c'est qu'on manque de candidats. J'espère que ce n'est pas parce qu'on ne se parle pas assez. En tous les cas, on a aussi mis en région Occitanie en place un campus des métiers et des qualifications. Alors celui-là, il n'a pas été facile à emporter parce qu'en fait, il est à cheval sur l'éducation nationale et le ministère de l'Agriculture qui régit les lycées agricoles, puisqu'il va des métiers de la transformation, y compris de la menuiserie, jusqu'aux métiers de culture et de prélèvement de la forêt, et notamment les métiers de forestier en tant que tel. Pour autant, ça répond parfaitement aux attentes qui sont les nôtres, et j'espère en tous les cas que chacun sera mobilisé dans ces régions, parce que je suis à peu près convaincu que plusieurs lycées agricoles ont en tous les cas les moyens matériels de pouvoir dispenser ces formations. Et ensuite, juste pour terminer par rapport à mon allocution, vous dire aussi que la communauté que je préside, je vous l'ai dit, elle est très tournée sur la dimension industrielle. Eh bien, on va proposer à nos entreprises d'ouvrir des bureaux hors les murs, qui sont en fait des sortes de land office situés dans une forêt, justement, avec ce qu'on appellera une agroforest, une salle de réunion qui sera elle aussi située en pleine forêt et qui permettra à des groupes de chercheurs, d'ingénieurs, etc., de pouvoir mener des programmes de formation, notamment sur des sujets aéronautiques, mais dans des conditions comme celle-là. Je crois que c'est aussi une autre manière que de montrer la place que la forêt doit occuper, et surtout la place des territoires ruraux par rapport à la situation qu'on vit de l'après-Covid, parce que de mon point de vue, ce n'est pas le monde d'après, mais c'est un autre monde. Donc, il faut que la forêt et la ruralité trouvent sa place, et je crois que des sujets comme celui que je viens d'évoquer en sont peut-être une bonne garantie. Merci beaucoup, monsieur Labarthe. Madame Moret, si vous souhaitez ajouter quelque chose ou sur ce sujet ou sur un autre, il n'y a pas d'autres questions à ce stade pour votre information au niveau de la... Ah, alors, pardonnez-moi, Madame Moret, Monsieur Petit va ajouter quelque chose sur la formation, puisque c'est un sujet pour lequel nous avons ouvert une parenthèse, et voilà, avant de la fermer, il y a encore des choses à dire. Non, sur cette parenthèse, c'était pour répondre un peu à votre interrogation. Oui, sur l'amont, sur tout ce qui est machine, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, et globalement, nous, côté professionnel, aujourd'hui, on a un petit groupe de travail là, qui est en train de se constituer de beaucoup de professionnels au niveau national de machines qui utilisent des machines, que ce soit sur le bois énergie, mais aussi sur l'exploitation forestière. Le souci principal qu'on a, c'est que des centres de formation, il y en a beaucoup en France qui se sont équipés de ça, mais en fait, les formations proposées, surtout nous, ce qu'on vise, c'est pour adultes aussi, les formations proposées sont souvent mises dans des cases, dans un canevas, je ne sais pas comment on peut dire, mais un canevas très spécifique et peut-être trop cadré, et qui fait qu'aujourd'hui, des fois, c'est soit trop lourd, soit pas adapté en fait aux besoins que nous on a les entreprises. L'exemple type, c'est qu'on a quelqu'un qu'on veut embaucher, qu'on trouve plutôt qui est motivé pour venir bosser chez nous, mais effectivement, on va lui donner une machine de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faut qu'on soit sûr qu'il sache faire, ou qu'on soit capable de l'évaluer pour savoir nous aussi la formation interne. Et ce qu'aujourd'hui, nous les entreprises, on essaye de réfléchir, c'est il y a ces centres de formation qui peuvent être des plateformes support pour nous aider à former les opérationnels, mais
sur nos métiers où on a besoin aussi, nous, d'aller des fois d'aller vite, on est aussi beaucoup en train de réfléchir sur comment former en interne des salariés qu'on pourrait embaucher sur des machines pour pouvoir les former, toujours en ayant des machines récentes. Parce que vous voyez, sur les centres de formation, c'est très lourd en investissement. Il faut investir des machines, sauf que souvent les machines, après, il y a des évolutions très rapides. Donc on a des machines qui sont plus d'actualité. Enfin voilà, donc il y a un vrai sujet sur cette formation. Il y a un groupe, en tout cas national, là, qui est en train de travailler là-dessus, en lien avec sûrement les centres de formation pour travailler bien faire la différence entre on a aussi besoin, voilà, bien noter, c'est qu'on a besoin de formation en interne dans les entreprises, et c'est là où je pense il y a quelque chose qui n'existe pas encore bien là-dessus et qu'il faut peut-être créer ou améliorer. Merci beaucoup. Monsieur, on va vous repasser le micro dans un instant. Je vous laisse compléter ou intervenir après vous être présenté. Oui, Monsieur Walmé, Inoé, donc Bois Énergie en Ile-de-France. Oui, donc c'est des sujets qu'on aborde dans les lycées agricoles, dans les centres de formation sur les métiers du paysage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se serre tous ceux qui sont en Bois Énergie, on a touché des aides pour du matériel. Aujourd'hui, on a fait, nous, le chef du Tremblay, on a passé le samedi dessus, dans le 78, ils n'ont pas de matériel. Donc il y a le département qui investit de la 3e jusqu'à la terminale sur des jeunes, et à la sortie de la formation, ils s'en vont dans d'autres régions. Alors ça fait le bien d'une autre région, mais quand ils arrivent dans un lycée ou un BTS où il y a du matériel, oui, qui coûte cher, 500, 600 000 euros, après ils ne reviennent pas. Ils ne font pas le demi-tour parce qu'ils sont dans un cadre de vie qui leur plaise. Donc je pense que la plupart des personnes qui sont dans le Bois Énergie, on a quand même tous du matériel, on a beaucoup de matériel, on a des périodes où on ne l'utilise pas. Donc je pense qu'il faut trouver des plannings de mise à disposition de ces matériels, en sachant qu'on a des institutionnels qui sont prêts aussi à en financer par la suite. Mais voilà, faut ouvrir des créneaux. Là, on s'est tous retrouvés avec du matos arrêté dans le cadre des problèmes liés à la biodiversité. Eh ben, si chacun avait fait un peu l'effort de mettre un peu de matériel, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, et je pense qu'on arrivera à aider tous ces centres de formation. Voilà. Merci monsieur pour votre proposition. Bien entendu, on vous passe le micro là-bas, monsieur. Le temps qu'il vous arrive et vous allez pouvoir vous présenter, nous faire part de votre question. Ce sera une des dernières questions de la journée même, mais n'hésitez pas, si vous en avez encore une ou deux, à vous manifester. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir. C'est Simon Gaillard, travaille en tant que technicien énergie dans une ville de 50 000 habitants de la région parisienne. Je pensais être le seul maître d'ouvrage, mais il y en a pléthore à la tribune et par visio. Et je vais leur demander si, comme moi, ils ont quelquefois du mal à, je sais que c'était le sujet de ce matin, à expliquer à leurs collègues élus le bilan carbone du Bois Énergie. Je vois des sourires. Voilà, simplement ça. Quel est leur retour et comment expliquer aussi au départ que est-ce qu'il y a encore des élus, même en province, ça doit être moins prégnant qu'en région parisienne, qui ne savent pas ce que c'est, qu'on ne touche plus le bois. Vous avez du mal à vous faire entendre parmi vos propres collègues ou entre services? Là, c'était plutôt à destination de la hiérarchie et des élus. Ok. Mais vous posez la question, moi, c'est un peu marginal, mais c'est, à mon avis, il y a en ce moment, donc c'était, je n'étais pas là ce matin. Excusez-moi, j'ai cru que c'était le débat de ce matin, mais là, vous retrouverez à cette heure-ci. Excusez-moi, à cette heure-ci, il y a les maîtres d'ouvrage sur le plateau. Donc c'est l'occasion de voir comment est-ce qu'ils sont questionnés sur ce plan, voire harcelés, et qu'est-ce qu'ils peuvent ou qu'est-ce qu'ils sachent répondre. Merci monsieur pour votre question qui est issue de votre témoignage personnel également. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je me tourne vers les élus en ligne ou Madame Curval, si vous souhaitez répondre à monsieur ou intervenir. Monsieur Labarthe, est-ce que ça vous inspire un élément de réponse? Élément de réponse, je ne sais pas, en tous les cas, à l'échelle du territoire qui est celui que je représente aujourd'hui, à savoir le Grand Figeac, 61% du stock de carbone du territoire provient en fait de la forêt. On a en forêt finalement un stock carbone de l'ordre de 800 à 1000 fois la quantité annuelle émise sur le territoire.
Donc, on n'est certainement pas dans la situation qu'on peut rencontrer en limite de faire métropole ou en limite. Pour autant, il y a des sujets qui méritent d'être creusés. Moi, je travaille actuellement avec la métropole toulousaine sur des contrats de réciprocité qui vont poser, bien sûr, un certain nombre d'échanges autour du bois, qu'il soit pour la construction, et qu'il soit d'ailleurs peut-être pour le bois énergie, pour d'autres questions aussi autour de l'alimentation. Mais c'est aussi peut-être, en termes de compensation, ces métropoles qui doivent venir chercher des espaces de respiration dans nos territoires. Quand je vous livre le chiffre que je viens de vous livrer, et n'oubliez pas que nous n'exploitons chez nous qu'à peine 40% de la croissance de la forêt. Donc, on a encore de belles marges. Simplement, c'est pas, de mon point de vue, le genre de sujet qui doit se cantonner à une échelle trop territoriale, et au contraire, il doit servir à compenser à une échelle un peu plus vaste. Merci beaucoup, Monsieur Labarthe. Madame Moret, est-ce que vous êtes vous-même challengée, si je puis dire, sur ces questions de bilan carbone? Est-ce que vous êtes mise en contradiction par les citoyens sur votre territoire, sur ce sujet? Il y a une sorte d'incompréhension parfois, un certain nombre d'idées reçues qui ont été évoquées ce matin dans la toute première présentation, sur les aspects scientifiques, factuels. Effectivement, on a l'impression qu'il est encore loin de la coupe aux lèvres, que pour chacun d'entre nous, chaque citoyen, sache ce qu'il en est en matière de bois énergie. Il y a beaucoup d'a priori encore. Il y a, à mon sens, beaucoup de méconnaissances parmi les administrés de nos communes. Donc, il s'agit effectivement de bien communiquer, d'informer, de former aussi. Et c'est le sens des formations qu'on a auprès des jeunes, bien sûr, mais pas que, puisque les communes forestières forment également les élus, que ce soit les maires ou les conseillers municipaux qui sont en charge des questions forestières. Et c'est vrai que nous avons, dans ce contexte-là, nous avions engagé une démarche d'élus médiateurs pour permettre aux élus d'aborder plus facilement ce genre de sujet avec leurs administrés. Mais oui, on se rend compte que la société évolue et qu'il faut aussi adapter notre langage, notre formation et notre information. C'est essentiel. Merci beaucoup. Madame Curval. Alors, il y a la relation effectivement aux citoyens, mais je crois que votre question portait plus finalement dans le fonctionnement interne de la collectivité. Donc, ça peut être à l'intérieur d'un même service, d'une même direction, où il y a des degrés de spécialité et d'approche très différents. Moi, je travaille avec une direction de l'environnement où les objectifs de la transition écologique, de la transition énergétique, doivent bien entendu être conciliés en même temps avec les objectifs de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Donc, nous sommes plusieurs élus qui finalement travaillons sur ces questions liées à la forêt, liées au bois, mais pas tous de la même façon. Donc, l'intérêt du type de projet que nous lançons, c'est que finalement, ça permet ce degré d'acculturation. Mais il est clair qu'il y a un certain nombre de freins qui sont finalement chez les élus, les freins que l'on rencontre dans le grand public. Le sentiment qu'un arbre, que des arbres ont une valeur sacrée très importante. Bon, ce qu'on peut comprendre, que la forêt n'est pas faite pour être exploitée. Et ça, c'est vrai même pour un département comme la Gironde, où après tout, la forêt de pins n'a pas toujours existé. Voilà, si on y réfléchit bien, on est quand même dans une histoire assez récente. Mais il y a oui, cette sensibilité-là. Donc, c'est pour ça que je mettais l'accent sur l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt qu'a proposé l'ADEME, qui a entre autres ce type d'objectif. Après, le détail de la stratégie de contribution à la neutralité carbone, le bilan carbone, etc., comment marchent les puits carbone,
bon, hormis peut-être l'élu que je suis et certaines personnes de mes services qui peuvent être passionnés de ces sujets, c'est pas très simple non plus à partager lors de réunions avec les collègues. Donc, il faut trouver d'autres portes d'entrée.